C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. J'ai l'air de rien, mais il est fou braque. Il fait peur en tabarnak. De 5-4 au 5-1-4, tu dis juste que tu te manges une claque. Tes podcasts avec tes preuves à la grandeur du Québec. J'penserais pas que tu sois prête. Carabine, il chaud top net. Toujours prêt en top, les gars. On n'est pas là pour perdre de temps. Si tu viens faire ton fendant, tu feras attention à tes dents pour tout savoir ses arts martiaux. Y'a personne qui est au niveau. Attention, pas se faire non quel gros. C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. What's up, c'est le Carabine Show, épisode 5, what it do les bums, chroniqueur, podcasteur, influenceur, kickboxer, amateur préféré, Maxime Carabine, est là aujourd'hui pour te parler de l'actualité dans le monde des arts martiaux mix. 3 sujets pour toi aujourd'hui pour le Carabine Show. Évidemment, on revient sur l'UFC 295, quelle carte de complet dérangé. On a eu droit samedi dernier en direct du Madison Square Garden. Absolument 75 finishes se sont passés. 3 combats sur 42 ont été à la décision. Les juges n'ont rien eu à faire, ce qui fait toujours notre plus grand plaisir. UFC 295, une des meilleures cartes de l'année. Donc, évidemment qu'on va parler de ça un peu. Ensuite de ça, j'ai eu la chance d'avoir une entrevue avec Phil, Silvertooth Phil, l'homme qui est derrière la promotion Silvertooth, qui organise des galas de kickboxing amateur à Montréal depuis près de 10 ans, pardon. Mais il y a tout un show qui s'en vient dimanche, le 26 novembre, les chums. Fait que j'ai reçu Silvertooth Phil pour qu'il nous parle de ça. Si ce n'est pas déjà fait, achetez vos billets, Silvertooth Promotion. Puis ensuite de ça, on va conclure l'épisode 5 du Carabine Show avec l'actualité. Fait qu'on va probablement parler un petit peu de ce qui se passe en fin de semaine dans l'UFC et ailleurs dans le monde des sports de combat. Quelques nouvelles pour Samouraï MMA. J'ai un show qui s'en vient cette semaine. Maxime Carabine au pays des samouraïs, vous le savez déjà. Ça devrait être tout un show, les chums. Ben des grosses affaires qui s'en viennent. Puis c'est ça. Commençons dès maintenant avec l'UFC 295, les chums, qui était franchement toute une carte à laquelle on a eu droit. Premier combat de la soirée, ça a bien commencé. Denis Buzukja, qui était le premier combattant de 3 provenant du gym de Longo. Ray Longo MMA avec notamment Aljamain Sterling puis Merab Dvalishvili qui sont les 2 grosses têtes de ce gym-là. Ben, comme c'était à New York, à Madison Square Garden, il y a toujours des combattants de ce gym-là qui vont se battre. C'était le cas pour Denis Buzukja qui avait une chance de donner une meilleure deuxième impression à l'UFC. Il était venu à la dernière minute, short notice, contre un certain Sean Woodson, futur adversaire de Charles Jourdain, avec qui j'ai eu quelques petits échanges sur les réseaux sociaux. Chaque fois qu'on a un boy qui va se battre dans l'UFC ou dans les grosses ligues, principalement dans l'UFC, que ce soit Charles, Johan, Barrio, Heyman, je vais toujours regarder leur adversaire, les réseaux sociaux, que ce soit Chris Curtis, que ce soit Sam Patterson pour l'NS, puis pour Charles Jourdain, mais c'est Sean Woodson. Fait que ça fait 2 semaines que je regarde l'Instagram de Sean Woodson, que je check ses stories, j'attends de voir quand est-ce qu'il va annoncer son combat contre Charles, si jamais il fait des trucs fucked up, whatever. Puis je fais ça avec tout le monde, là. Depuis des années, là, comment on dit ça? Je creep, là, je regarde l'Instagram des adversaires, puis c'est la première fois que j'ai un des adversaires qui me répond. Sean Woodson de me dire en DM, « Hey, gros, il me dit ça en anglais, là, mais il me dit, gros, tant qu'à me regarder autant que ça, là, drop down, pèse sur le bouton follow. » Là, je suis comme, tabarnak, t'as raison, fair enough, G. Fait que là, j'ai de le follow, mais je dis, ça se peut bien gros que je te unfollow après que Charles Jourdain t'ait pété. Je dis ça, je dis rien. Fait que Sean Woodson qui a slide dans mes DM, out of nowhere. Bref, Denis Buzukja qui avait affronté Sean Woodson au mois de septembre à la dernière minute. Il s'était fait battre, évidemment, parce que Sean Woodson est énormément grand pour un 145 livres. Buzukja en était à son premier combat dans l'organisation. C'était quand même bien débrouillé. Là. Ça avait été une bonne guerre par décision, mais avait perdu.
Fait que là, il avait une chance de donner une meilleure deuxième, première impression à l'UFC. Premier combat de la carte, pouvait donner le rythme à ses coéquipiers du gym, pouvait starter la soirée du bon pied, ce qui est arrivé. Mais c'est son adversaire, Jamal Emmers, qui a mis le feu à la cage avec un knockout rapide. Un gros 1-2, je ne me souviens pas si la main droite ou la main gauche qui a touché, mais bref, réussit à mettre son poing direct sur le menton à Buzukja qui tombe au sol. Emmers réussit à lui sauter dessus puis terminer le combat en même pas une minute. Là. Très, très, très rapidement pour le premier combat de la soirée. Donc, ça partait bien les hostilités. Ensuite de ça, Joshua Van contre Kevin Borjas chez les 125 livres. Une solide guerre là aussi. Vraiment un excellent combat de flyweight. Josh Van, premier gars du Myanmar, de la Birmanie à se battre dans l'UFC. A vécu pas mal toute sa vie au Texas, mais est né en Birmanie d'une famille birmane qui sont venus aux États-Unis par la suite. Bref, complet dérangé et cet homme dans une cage d'arts martiaux mixtes. Face à Kevin Borjas, qui est péruvien ou chilien, si je ne m'abuse. Un de ces deux-là, je suis pas mal sûr. Ça aussi, il n'y en a pas beaucoup dans l'UFC. Fait que c'était vraiment deux gars qui venaient des pays qu'on voit pas, qui ont beaucoup approuvé, qui ont tout leur pays sur leurs épaules. Fait que c'était vraiment tout un fight. Josh Van connaît un premier round excellent, si je ne me trompe pas. Ou c'est Borjas. Bref, je sais que Borjas a vraiment connu un bon round. A réussi à knockdown Van, si je ne me trompe pas. Mais Van a remporté les deux autres rounds. Puis ce qu'on se souvient beaucoup de ce combat-là, c'est que c'était un high pace. C'était du gros skills de poids mouche, flyweight. Puis Josh Van sait comment travailler un body. Les body punch là, du gars du Myanmar, là, Josh Van, Texas, a réussi vraiment là, à aller chercher la victoire avec du bon striking, bon contrôle de la cage, mais des body shots débiles. Ce qui fait en sorte qu'il est rendu 9-1. Excellent prospect, Josh Van, chez les flyweight. Même chose pour son adversaire, Kevin Borjas, qui a montré de très belles choses. On a eu droit à tout un combat. Ensuite de ça, John Castaneda contre Kang Kyung-ho, un Coréen face à un Américain. Castaneda probablement latin, mais bref, je pense qu'il rappe les États-Unis. Peu importe, pas très important. Sale combat, bien victoire méritée pour Castaneda. Bon combat back and forth. Un peu à l'image du combat des poids mouches que je viens de parler, mais un petit peu moins intéressant et divertissant. Mais bref, Castaneda qui va chercher une belle victoire face à Kang Kyung-ho. Ensuite de ça, un autre knockout. Fait qu'on a commencé avec un knockout. Ensuite de ça, 2 décisions. On y va avec un autre knockout. Un autre New-Yorkais, Jared Gordon, qui affrontait l'ancien Olympique, Marco Madsen, le Danois. Jared Gordon, on le sait, n'a pas eu des dernières années faciles. Là. Si vous ne savez pas, Jared Gordon est un ancien junkie qui a vraiment comme battu toutes les possibilités de la vie puis qui est maintenant rendu un athlète professionnel, un combattant UFC. Bref, tout un parcours inspirant de Jared Gordon. Mais ça avait plus ou moins bien été pour lui les dernières années. Un gros fight contre Paddy Pimblett qui avait largement emporté. Là. Ben, c'est lui qui avait gagné le fight, aucun doute là-dessus, mais c'était contre Paddy Pimblett. Fait qu'il y a peut-être eu la faveur des juges qui étaient impliqués dans ce combat-là, mais bref, la victoire avait été accordée à Paddy lorsque 99,9% des gens l'auraient donné à Jared Gordon, cette victoire-là. Fait qu'il y a ça. Par la suite, il se fait knocker par Bobby Green. Clash de tête durant le combat qui mène à un knockout de Bobby Vert. Avec Jared Gordon. Combat qui a été turn en no contest parce qu'il y avait vraiment un gros clash de tête. Mais ça faisait en sorte que Jared Gordon était sur un no contest puis une défaite. Ça allait pas super bien, disons. Fait que là, ils se battaient chez eux au Madison Square Garden. Ça a été une grosse histoire. Son grand-père s'est déjà battu 4 fois là au MSG. Fait que pour lui, ça représentait beaucoup. C'est un gars du Queens, du New York. Fait qu'il se battait devant les siens. Jared Gordon a réussi à knocker Marco Madsen à la toute fin du premier round. Alors qu'il restait 18 secondes. Un échange dans le clinch. Sale coude de Jared Gordon. Quelques uppercuts, si je me souviens bien. Réussi à coucher Madsen puis tu le termines violemment au sol contre la cage. Victoire par KO, TKO. Jared Gordon, très content pour le chum Gordon. Ce qui nous menait à la carte principale, à la carte préliminaire, pardon. Fait que ça, on avait les early prelims. Ensuite de ça, le premier combat de la carte préliminaire. Nazim Sadikov contre Vyacheslav Borchev. Slavaklas, Vyacheslav Borchev, russe, qui est venu Team Alpha Male. C'est un gros kickboxer en Europe back then. Ses amis l'ont convaincu d'aller aux États-Unis pour apprendre le sport des MMA. Il est allé chez Alpha Male, Team Alpha Male à Sacramento, avec nul autre que Uriah Faber, évidemment. Fait que Vyacheslav Borchev, tout un personnage. Slavaklas, comme je l'ai mentionné, c'est son surnom.
Fait tout le temps une petite danse dans la cage. Un gros kickboxer. Face à Nazim Sadikov, qui est le deuxième combattant de la team Serra Longo MMA à se battre. On a eu le droit à un match nul. Un des rares matchs nuls dans l'UFC. Mais oui, décision partagée. Le premier puis le troisième, un 19 pour Borchev. Puis le deuxième round, Nazim Sadikov est allé d'un 18. 2 des 3 juges ont donné un 18. C'était clairement la bonne décision à faire parce qu'il est passé à ça d'éteindre les lumières à quelques reprises de Borchev. Borchev domine le premier round. Bon striking. Sadikov semble pas trop être dans sa game, semble être en retard dans les échanges. Borchev domine le premier round. Deuxième round commence encore très bien pour Borchev. Continue à taguer l'Américain arménien, si je ne me trompe pas, sur Sadikov. Bref, Américain, appelons-le ainsi. Borchev réussit à pincer Sadikov à plusieurs reprises au début du deuxième, jusqu'à temps que Sadikov réussisse à toucher avec une droite. Mais une droite excessivement puissante qui gèle Borchev. Gros coup de pied de Sadikov qui en suit. Puis on va y revenir sur les gros coups de pied. Là. Il y en a eu un autre à MSG qui a retenu mon attention. Mais bref, en l'espace de 10 secondes, 2 coups ont changé le combat du tout au tout pour Sadikov. Une main droite qui touche, un coup de pied qui couche Borchev au sol. Sadikov qui réussit à sauter sur son adversaire, sur Borchev, enchaîner quelques ground and pound, mais Borchev réussit à s'en sortir à chaque fois. L'arbitre est très très près d'arrêter le combat, mais Borchev réussit à reprendre une position, réussit à se relever, continue de se faire péter à gueule ses pieds un peu parce qu'il est encore chancelant. Il n'a pas repris tous ses esprits. Mais bref, réussit à survivre le deuxième round. Clair 18 pour Sadikov. On arrive au troisième round. Borchev, qui a passé à ça de la mort, réussit à ressusciter puis complètement dominer le troisième round. Face à un Sadikov qui avait plus trop de jus, qui a réussi à survivre lui aussi. Mais bref, comme je l'ai dit au tout début du breakdown, je suis excité, les chums, je vous le dis. Si vous avez un combat à retourner voir sur cette carte-là, c'est sur le Fight Pass Prelim. C'est Sadikov contre Borchev. Un sale fight chez les 155 livres. Le top 10 des combats de l'année, c'est garanti. Fait que bref, match nul, toi, parce que Sadikov 18 au deuxième, sinon Borchev gagne le premier puis le 3. Fou braque. Ensuite de ça, Mateusz Rebecki, gros prospect polonais qui affrontait Roosevelt Roberts, qui a pris le fight à la dernière minute. Roosevelt Roberts qui était dans la très populaire série The Ultimate Fighter cette année, si vous faites partie des seuls qui n'ont pas écouté Tough cette année, ben Roosevelt Roberts était dedans. Il affrontait Rebecki. Ça a été un combat chez les poids légers que Roberts raté le poids, mais bref, il arrivait à 3 jours d'avis, fait que ça faisait du sens. Plus grand, Roberts, Rebecki, qui est un petit lightweight à 5 pieds 4, a quand même réussi à complètement arracher Roosevelt Roberts, réussi à le dominer sur les pieds, l'amener au sol, le soumis, ça n'a pas été trop long que Roberts a tapé. Pas donné une super grosse opposition là-dessus, le Roberts, là, j'ai vu des journalistes qui disaient qu'il est comme, puis tout à son crédit, là, il est de retour dans l'UFC, puis il va probablement avoir une chance de se rebattre, plus qu'il y a un petit peu de dépanné l'UFC. Mais tu sais, ça avait l'air d'être clairement, il voulait gagner, mais je veux dire, bref, le monde disait qu'il avait tapé rapidement. Puis il n'a pas donné le fight qu'il aurait pu donner. Bref, Rebecki qui va chercher une 3e victoire de suite à l'UFC, 18-1 chez les pros. Mateusz Rebecki, un lightweight à surveiller malgré sa très petite taille. Ensuite de ça, premier combat féminin des deux de la soirée entre la très charmante Tabata Baby Shark Ricci et la Canado-mexicaine, plus trop Canado, Lupita Godinez l'a emporté par décision. Ça a été une décision partagée, mais il y a un juge qui a donné 30-27 à Ricci. Il devait regarder ailleurs, si vous comprenez ce que je veux dire. Godinez a 100% remporté ce combat-là. Sa 4e victoire en 2023. C'est la première femme de l'histoire de l'UFC à gagner 4 fois dans une année. Puis son premier combat en 2023 a eu lieu au mois de mai. Fait qu'elle s'est battue genre en mai, en juillet, en septembre puis en novembre. Genre, ça ressemble à ça. Là. Elle s'est battue 4 fois cette année, 4 victoires. Fait qu'on peut s'attendre à un bon fight pour un solide adversaire pour Lupita Godinez à son prochain combat. Tabata Ricci, elle a peut-être été ralentie un peu dans sa course. Elle avait beaucoup de momentum. C'était vraiment 2 prospects qui étaient un petit peu sur la même trajectoire. Puis ben, le combat nous a laissé croire que Godinez a été un petit peu plus avancé dans son parcours chez les pros. Finale des préliminaires entre le boy Steve Erceg, l'Australien qu'on avait connu à Vancouver lorsqu'il avait affronté David Vorak à la dernière minute puis qui avait battu David Vorak qui était un flyweight classé,
Usyk qui avait pris le combat à quelque chose comme 10 jours d'avis, même pas. Très bon Australien, 11-1. Ben, il était 10-1 maintenant, 11-1 parce qu'il a battu son adversaire, le très coriace brésilien Alessandro Costa. C'était un bon fight aussi chez les flyweight, vraiment. Usyk légèrement supérieur à son adversaire. Costa a donné beaucoup d'adversité à l'Australien. Mais Usyk a vraiment un bon striking, vraiment un bon contrôle de la cage, all around, bonne lutte, bon sol. Principalement un striker. Un gars à surveiller aussi chez les flyweight, là, les poids mouches qui ont, encore une fois, pas déçu samedi dernier à l'UFC 295. Ce qui nous mène à la carte principale, les chums, la seule chose qui comptait dans toute la vie, c'était la main card de l'UFC 295 qui startait avec le seul et unique Diego Lopez, qui lui aussi on avait connu à Vancouver, alors qu'il lui aussi avait affronté un combattant classé à la dernière minute. Il s'agissait de Movsar Evloev, toujours invaincu. Movsar Evloev, Diego Lopez, le Brésilien mexicain, qui était lui aussi passé à ça, de terminer le combat au premier round, de soumettre Evloev. Evloev en bon vet, réussi à sortir de cette position fâcheuse puis de gagner le combat, mais Diego Lopez avait gagné cependant nos cœurs à nous tous lors de cette performance-là. Deuxième combat à l'UFC, Smoke, le Canadien, le chum Gavin Tucker, le chum de Terre-Neuve-Labrador. Diego Lopez, c'était le Smoke, armbar en même pas 2 minutes au premier round. Fait qu'on était bien content de revoir Lopez ou Lopes, Diego Lopez ou Diego Lopes, c'est comme pas encore sûr comment qu'on dit son nom au chum, mais bref, c'est ça qui est ça, Diego Lopez pour moi. Affrontait Pat Sabatini, un gars qu'on connaît bien, qui avait une seule défaite à l'UFC, c'était contre le seul et unique Damon Jackson de Leach. Il s'était fait pincer dès les premiers instants du combat par striking, ground and pound. Belle victoire, ça avait été pour Damon Jackson, mais c'était vraiment comme une espèce d'erreur de parcours de Sabatini qui est comme tout un lutteur, un Américain qui se battait chez lui. Ben, il s'est fait smoke, lui aussi, par Diego Lopez. Diego qui est allé d'un knockout vraiment dans le même style que Damon Jackson avait réussi à terminer Pat Sabatini. Là, c'est notre chum Diego Lopez qui va d'un knockout TKO. Après 1 minute et demie seulement au premier round, réussit à le toucher. Sabatini qui recule, qui tombe contre la cage, puis Lopez qui te le finit avec du solide ground and pound. La foule capotait. C'était un des plus gros pops de la soirée qu'il y a eu dans la foule. C'était pour Diego Lopez. Là. Fait que c'est pour vous dire à quel point le chum est apprécié des fans d'Arnaud Mix, que ce soit les Américains ou vraiment all around the world. Diego Lopez, c'est un gros. Laissez-moi prendre une petite gorgée. Ce qui nous menait au deuxième combat de la carte principale, Matt Frevola contre le Français Benoît Saint-Denis. Ça, c'est vraiment le fight que tout le monde avait circle sur le calendar, comme quoi ça pouvait être un net banger de fou. En 1 minute et demie, lui aussi, qui s'est terminé. Diego Lopez, 1 minute 30. Fait que vraiment, là, les 2 premiers combats de la main card se sont terminés sous la barre des 2 minutes. Si vous ne l'avez pas vu, le knockout de Benoît Saint-Denis contre Matt Frevola, allez checker ça, les chums. Je l'ai présenté sur à peu près toutes mes plateformes de réseaux sociaux. Si vous ne me suivez pas, Maxime Carabine avec un cas, faites-le live up. Quel knockout de Benoît Saint-Denis sur Frevola. Ça a échangé sur les pieds un peu. Frevola a réussi à amener Saint-Denis au sol, a même réussi un pas-pire slam à un moment donné, mais Saint-Denis, ça n'a pas été long, a réussi à se relever, rentrer les hips, remonter sur les pieds. Ils ont eu un petit tie clinch pendant genre 10 secondes. Frevola s'est tassé, Saint-Denis a réussi à repousser Frevola. Frevola recule, Saint-Denis avance, il lance un coup de pied de la gauche. Si je ne me trompe pas, c'était un coup de pied de la gauche. Ouais, ou peut-être de la droite, bref. Un coup de pied, là, out of nowhere. Là, les deux gars se sont comme séparés dans le clinch. Puis, dans le Muay Thai, dans le kickboxing, tu vas souvent voir ça. Là, les gars qui sont dans le clinch, là, ils se repoussent. Puis là, il y en a un qui lance un coup de pied. Mais en MMA, c'est fucking rare qu'on voit ça, les chums. Puis j'ai trippé bien raide de voir Benoît Saint-Denis lander le coup de pied qui couche Frevola, qui passe quasi proche de te le knocker fret. Mais Frevola est encore là. Tombe à terre, Benoît Saint-Denis, en bon malade mental qu'il est, saute sur Frevola, pac, pac, réussit à te l'éteindre comme du monde. La foule est en liesse, un des knockouts de l'année. Franchement, là, un des plus beaux coups de pied knockouts que j'ai vu. Benoît Saint-Denis is for real. Il est sur comme 3 ou 4 victoires de suite à l'UFC. Après, ça a été fait complètement péter à gueule par Dos Santos. Short notice à 170 livres. Saint-Denis, depuis qu'il se bat chez les 155 livres, est toujours invaincu. Viennent de froster ben raide Frevola, qui était genre classé top 13, 14, 15
dans ces eaux-là. Fait que BSD, Benoît Saint-Denis, va être classé, va être dans les rankings, genre à partir d'aujourd'hui ou de demain. Fou knockout. Benoît Saint-Denis, fou knockout. Jessica Andrade, qui nous a régalé elle aussi. Elle affrontait Mackenzie Dern, qui ont pas envie de parler de ça, là, mais les deux sont impliqués dans un divorce présentement. Andrade, c'est la 5e fois qu'elle se bat cette année. Elle a 1 victoire, 3 défaites. Il fallait une win pour Andrade, puis elle a prouvé qu'elle était encore une top contender, parce que Mackenzie Dern était vraiment sur la pente montante. Si elle battait Andrade, elle était peut-être à 1 ou même pour la belt à son prochain fight, mais ça s'est pas passé, les chums. Si vous avez écouté mon breakdown, j'avais pick Mackenzie Dern par soumission en fin de combat, mais j'étais pas mal convaincu qu'Andrade allait gagner le premier round sur les pieds, ce qui est arrivé, complètement piece up Mackenzie Dern. Deuxième round, Andrade a réussi à stuff les 2 takedowns de Mackenzie Dern, puis là, on savait tous que c'était terminé. Elle a knockdown genre 3-4 fois Mackenzie Dern au deuxième round. La 4e fois, la dernière, c'était la bonne. Gros striking de Andrade qui réussit à étamper Mackenzie Dern bien raide puis à la faire reculer 2-3 combats avant un combat pour le titre. Mackenzie Dern, très content pour Jessica Andrade qui va terminer son année, à moins qu'on la voit au mois de décembre, avec 2 victoires, 3 défaites, 5 combats cette année. Elle a été super active. Andrade a commencé avec une victoire, a terminé avec une victoire. Let's fucking go, Jessica Andrade. Ensuite, combat co-principal pour la ceinture intérimaire des poids lourds. Tom Aspinall. C'était censé être John Jones contre Stipe Miocic. John Jones se blesse. Miocic n'a pas le combat non plus parce qu'on veut faire John Jones contre Stipe Miocic. Absolument. Pavlovich était déjà le combattant remplaçant pour ce combat-là de Miocic-Jones. Fait que c'est vu octroyer un combat pour le titre au MSG le 11 novembre. Il lui manquait un adversaire. L'UFC a décidé d'appeler nul autre que Tommy Aspinall. Tommy Aspinall, qui a dit oui, 16 jours d'avis. Il pensait à son boy Bisping qui avait fait la même chose face à Rockhold il y a à peu près 10 ans de ça. Puis, ses vœux ont été exaucés. Tom Aspinall prenait des risques, c'est payant des fois dans la vie, disait-il après son combat. 2 énormes bonhommes. Aspinall qui était à 260, d'habitude va plus être à 240, mais a pris le fight short notice, fait qu'est-ce que tu veux, il n'a pas pu couper son petit 20 livres de d'habitude. Fait qu'il était aussi gros que Pavlovich. Le Pavlovich, là, si vous ne savez pas, là, c'est juice, c'est Russian Brock Lesnar, là, littéralement. Là. Une armoire à glace. Thomas Aspinall a un petit peu moins l'air de ça quand on le regarde en vidéo. Il est fait un petit peu plus grand, un petit peu plus élancé. Mais quand on a vu les 2 bonhommes au face-off, là, j'ai été tellement secoué, mais agréablement surpris de voir que Aspinall était kiff-kiff avec son adversaire au niveau du physique. Là, 2 énormes bonhommes. Super drôle le face-off dans la cage, les deux qui se pognent comme ça. On y va, le gros. Ça va se taper d'en face. Le combat commence. Pavlovich réussit à lander une droite. Aspinall reste vivant, ce qui est rarement le cas quand Pavlovich lande une droite. Tu vois qu'Aspinall est secoué un peu, mais il est tout là. Il est comme, OK, il va falloir que je bouge. Fait que là, tu vois déjà le head movement d'Aspinall qui est vraiment comme intense. Réussit à éviter justement les attaques du Russe après s'être fait bien clipper là, dans les 30 premières secondes. Là, c'est Aspinall qui prend le momentum. Tag Pavlovich avec un 1-2. Son jab qui avait vraiment l'air d'être une espèce de tactique pour distraire Pavlovich parce qu'il envoie à peu près ici au niveau du chest. Pavlovich bloque. Aspinall t'envoie une droite tout droit sortie de l'enfer. T'as le pogne, ça attend. Pavlovich est dans tous ses états. Pac. Aspinall récidive avec le même 1-2. Touche encore. Pavlovich tombe au sol. 1 minute 10 après le début du combat, les chums. Aspinall saute sur Pavlovich. 2-3 à Murphys. Je pense que c'est Gage. En tout cas, peu importe c'est qui l'arbitre. Arrête le combat. Aspinall est champion. A pris le fight à 16 jours d'avis. Champion intérimaire. Là, tout le monde veut voir Aspinall contre John Jones, évidemment, mais ça n'arrivera pas parce que John Jones veut se battre contre Stipe. Même si c'est un combat qui est comme pas rapport avec les rankings, puis le titre, puis tout. Mais tout le monde veut voir ça, surtout Dana White. Là, John Jones contre Stipe, qui est un gros fight de Legacy. Mais là, Aspinall qui déchire Pavlovich en 1 minute 10 secondes. C'est assez impressionnant, les chums. Fait que les gens aimeraient bien le voir matcher contre un John Jones. Sinon, Cyril Gane, après sa victoire face à Spivak, sur le même... Aspinall avait comme call-out
Cyril Gane. Puis là, Cyril Gane a gagné contre Spivak. Fait que là, tous les journalistes étaient comme « Ah, Cyril, tu vas te battre contre Tommy Aspinall. » Puis là, il était comme « Ah non, ça fait pas beaucoup de sens pour moi parce que là, moi, je veux me battre pour la ceinture. Puis Aspinall, il est derrière moi. Fait que je me battrai pas derrière moi. » Fast forward au mois de novembre, Aspinall accepte un combat à la dernière minute pour la ceinture intérimaire, la même ceinture intérimaire que Cyril Gane avait été chercher contre Derek Lewis, si je ne m'abuse. Je vais plugger mon PC, les chums, parce que sinon, je vais manquer de batterie et ça ne me tente pas. OK. Fac. Aspinall déchire Pavlovich. Puis là, t'as Cyril s'en va sur Twitter, dit « Ah, maintenant que tu es champion, j'aimerais bien t'affronter, on se voit bientôt. » Aspinall se fait dire ça à la conférence de presse par les journalistes et la trouve bien drôle. Il dit « Maintenant tu veux m'affronter, Cyril. » Fait que voyons voir ce qui se passe. Là, il y a beaucoup de gens qui veulent que Cyril affronte Jailton Almeida. Puis le gagnant affronte Tom Aspinall. Je pense que ça ferait du sens. Beaucoup de sens, même. Aspinall a dit qu'il voulait défendre sa belt à l'UFC 300, c'est au mois d'avril. Ça va être tough, là, mais je pense que si tu peux booker Gane contre Almeida au début 2024, là, que ce soit le main event d'un Fight Night où tu réussis à le mettre genre sur le pay-per-view du mois de février avec Volk puis Topuria, ça pourrait se faire. Mais on pourrait aussi voir juste Cyril Gane affronter le chum Aspinall direct pour la ceinture intérimaire. Ça ne me déplairait pas non plus. Mais bref, Aspinall, knockout incroyable. C'est pas la carabine d'or parce que je ne l'ai pas mentionné, mais la carabine d'or, c'est clairement Benoît Saint-Denis qui l'emporte. Fou headkick. Mais très impressionnante victoire de Tommy Aspinall que je voyais gagner. Puis pour quelconque raison, j'étais comme, ce fight-là va durer longtemps, même si les deux gars ne se sont jamais battus plus que 3 minutes dans une cage. Genre. Sauf Aspinall qui est allé au deuxième round face à Andrei Arlovski, si je ne me trompe pas. Mais sinon, la moyenne des deux, c'était 35 secondes là, pour chaque combat. Fait que ça a été la même chose. Grosse victoire pour Tommy Aspinall. Et puis là, le main event de tous les main events, le seul combat qui a existé dans l'histoire de l'UFC. Tu ne pouvais pas faire plus jeux vidéo comme combat. Jiří Procházka, le samouraï tchèque complètement disjoncté face au monstre de l'Amazonie, Alex Pereira, avec toutes ses couleurs et tout ce qui vient avec Alex Pereira, son gros crochet de la gauche. Un des meilleurs kickboxers, un des gars les plus techniques qui pouvait devenir 2e fois champion dans l'UFC, dans une 2e division, ce qui est complètement ridicule. Il en était à son 7e combat dans l'UFC, puis il est allé chercher une 2e ceinture, les chums. Spoiler alert, si vous n'étiez pas au courant, Alex Pereira a knocké TKO Jiří Procházka, alors qu'il restait moins d'1 minute à faire au 2e round. On a eu droit à un bon combat, mais c'est vraiment les leg kicks de Pereira qui ont fait toute la différence. Dès le début du combat, il t'a landé des méga leg kicks, vraiment là, des coups de pied au mollet, là, low kick qui ont bouleversé Jiří Procházka, rien de moins. Procházka a eu de la misère à faire les mouvements qu'il fait d'habitude. Il arrivait, mais tu voyais que sa jambe était à moitié morte, fait qu'il y avait beaucoup plus de difficultés qu'à l'habitude. Alex Pereira, c'est pas le combattant le plus défensif non plus, fait qu'il s'est quand même fait atteindre avec quelques shots de Procházka. Mais tu enlèves une jambe, évidemment que les shots allaient moins rentrer. Fait qu'il y a un fou game plan de Pereira, un game plan à la Joe Ramsey, vraiment. Victoire méritée, early stoppage ou pas. Les deux étaient contre la cage. Jiří te l'a quand même un petit peu ébranlé avec une droite, puis te l'a vraiment knocké avec son crochet de la gauche. C'est fou à quel point le crochet de la gauche de Pereira est puissant et précis. Ce qui a fait en sorte que Procházka, il est comme tombé dessus. Il avait de l'air knocké. Procházka se fait knocker au moins 3 fois dans chacun de ses combats, puis il réussit quand même à aller jusqu'au bout. C'est ça. Pereira, le dos contre la cage, réussit à knocker Procházka. Procházka, il tombe dessus un peu, mais ça ressemblait aussi à une tentative de takedown. Pereira réussit à stuffer puis d'y envoyer des Travis Brown elbow jusqu'à n'en plus finir, ce qui fait en sorte que
que Prochaska s'écroule une deuxième fois au sol. Pas eu de coup de ground and pound. Pereira est tombé directement en mount, puis Goddard a arrêté le combat. Le même Goddard qui a arrêté le combat, certains diront early stoppage face à Adesanya, 1 an presque jour pour jour au MSG en faveur d'Alex Pereira. Ben, les deux potes récidives, Goddard et Pereira, à MSG. Une autre ceinture pour Alex Pereira. Le combat, c'était potentiellement un early stoppage, mais genre, il y a un journaliste qui dit ça, c'est pas parce que c'est un early stoppage que c'est un mauvais stoppage nécessairement, parce que Prochaska avait reçu beaucoup de dommages. Tu peux avoir un combat qui se fait arrêter early, puis les deux sont corrects, là, tu peux te poser des questions, mais là, était-ce early, l'était-ce pas? Ça frôlait la limite, mais même Prochaska a dit en entrevue après dans la cage qu'il était knockout, qu'il était turn out. Il dit même si je suis mort, je vais continuer de me battre, mais c'est un bon arrêt, j'étais plus là. Si Prochaska le dit honnêtement, qui sommes-nous pour critiquer l'arrêt de l'arbitre, qui était vraiment un arrêt légitime, parce que Pereira, comme je l'ai dit, est tombé en mount, Prochaska était out. Ça aurait probablement... Tu sais, même chose pour le early stoppage contre Easy. OK, Easy était de même. Dans les deux cas, là, on peut penser que Pereira aurait été d'un final blow qui aurait été comme finish him en Simonac. T'sais. Fait qu'on n'est pas tout le temps nécessairement obligé de voir des gars se faire complètement pétailler dans le cage. Pereira était le meilleur des deux hommes ce soir-là. Il est allé chercher la ceinture, victoire. Deuxième division, champion dans une deuxième division en 7 combats dans l'UFC. C'est complètement débile. Je me souviendrai en 2020, il y a une entrevue d'Adesanya qui était sortie. Quelqu'un y avait parlé de Pereira. Puis Adesanya était comme, bah, lui, ça va être... Pendant que moi, je deviens une superstar, lui, ça va être le gars qui va être dans le bar puis qui va dire à ses amis qu'il m'a battu une fois. Puis alors qu'il avait déjà battu 2 fois en kickboxing, by the way. Mais bref, paraît-il que Pereira aurait eu vent de cette entrevue-là. Ça faisait longtemps déjà que Pereira voulait faire du MMA parce que son premier combat pro en MMA remonte à 2013, genre. Mais il n'en a pas fait jusqu'en 2019, 2020. Bref, Easy dit ça. 3 ans plus tard, Pereira, tout le monde le connaît, est double champ dans l'UFC. Débile, quelle histoire, Pereira. Qui prouve vraiment que le kickboxing est une bonne base en arts martiaux mix et j'adore. Parlant de kickboxing, énorme gala de Silvertooth Promotion qui s'en vient le 26 novembre, dans 2 semaines, dimanche. C'est un dimanche soir, les chums. Vous n'avez rien d'autre de mieux à faire que ça, c'est garanti. Puis même si vous aviez quelque chose d'autre à faire, je vous le dis, ça, c'est mieux. Kickboxing K1, organisé par Silvertooth à l'Olympia. Le théâtre des possibilités, un fou théâtre. Si vous avez jamais été à l'Olympia, ça vaut la peine. Si vous n'avez pas vu Samouraï MMA 1 à l'Olympia, ça vaut la peine de le réécouter si c'est disponible. Mais bref, c'était complètement fou. C'est une des meilleures scènes pour faire des galas. Parce que tu as le ring là, puis tout le monde derrière. Fait que tout le monde regarde à la même place. Ça va être fou. Red Silvertooth organise des événements comme personne d'autre. Fait que sans plus attendre, voici mon entrevue avec Phil de Silvertooth. Vraiment un OG gars de Muay Thai, kickboxing, entraîné des légendes, un des head coach de Xavier Alaoui, a montré également le Muay Thai au frère Jourdain back then, entraîne même le seul et unique Georges Saint-Pierre. Vous le connaissez peut-être pour l'homme qui est derrière la promotion Silvertooth, un des gars qui organise depuis des années les meilleurs galas amateurs de kickboxing à Montréal, puis il prépare tout un show le 26 novembre. Fait que je voulais le recevoir aujourd'hui pour qu'il nous parle de ça. Et j'ai nommé Silvertooth Phil. What's up, Salut. coach? Salut, merci pour les compliments, tu me fais rougir. Of course, man. Un vrai OG de la scène. Puis je tenais à t'avoir parce que c'est tout un événement que tu nous prépares le 26 novembre, Phil, à l'Olympia. Ça fait près de 10 ans déjà que tu fais ça des shows, là, mais celui-là, c'est un de tes plus gros ever. Là. C'est pas un de mes plus gros, c'est le plus gros, bar none, facilement, by a landslide. C'est vraiment quelque chose d'énorme pour moi. Ça faisait 10 ans que je faisais des événements au Bain Mathieu, ça commençait à devenir... ça va bien, ça va toujours bien, mais là, je me disais qu'il était temps de passer à autre chose parce que les événements, c'était régulièrement sold out. Là, je me disais qu'il était temps que... J'ai l'impression d'avoir bien établi les bonnes fondations. Tu comprends? Puis là, il est temps de passer à un autre niveau pour moi et pour la scène aussi. Parce que comme on le voit maintenant, on le remarque aussi, même les événements K1 se multiplient depuis quelques mois.
J'ai l'impression que la scène de K1 se construit très solidement au Québec. On commence à avoir un fanbase important. Et puis là, il était temps de leur donner le show qu'ils méritent. Ouais, mais puis tu sais, le kickboxing fait vraiment fureur là, ces temps-ci. On a John DiBella qui est champion à One. Puis t'as aussi Pereira, tu sais, qui domine l'UFC. Puis c'est vraiment strictement un kickboxer. Fait que le kickboxing en général sur la planète en ce moment se porte très bien. Là. Ouais, surtout avec les shows de One aussi, on voit aussi des athlètes de haut niveau de Muay Thai qui se battent, que ce soit en kickboxing ou en K1 ou en Muay Thai. Ouais, ils ont réussi. Finalement, le kickboxing a un peu de l'attention qu'elle mérite. Là. Ouais, exact. One, justement, a réussi à démocratiser ça, le kickboxing, un petit peu plus chez nous. Le Muay Thai, même chose, la boxe Thai. Je connais beaucoup de fans au Québec et à Montréal. Puis toi, ben, tu es la référence pour ce qui est du kickboxing, K1, Muay Thai à Montréal. Parle-nous donc de ça aussi, la petite distinction, Phil. C'est quoi les grosses règles du K1 quand toi, tu organises tes événements? Qu'est-ce qui sépare ça du kickboxing traditionnel, si on veut? Ben, je peux faire la distinction entre le Muay Thai, le kickboxing et le K1. Ouais, vas-y. Le Muay Thai, c'est à mon avis, ici, je suis un peu biaisé là-dessus, là, mais c'est le sport de frappe le plus complet qui existe, à mon avis. Où est-ce qu'on a le droit de lancer des coups de coude, attraper les genoux, faire un peu de grappling, faire du clinch, faire des sweeps. Il y a vraiment, c'est le sport le plus complet, à mon avis, dans un ring. Après ça, il y a le K1. C'est comme une espèce, c'est mon point milieu entre le Muay Thai et le kickboxing traditionnel, où est-ce que en K1, on a le droit d'attraper les kicks, par exemple. On a juste le droit d'envoyer une frappe. On n'a pas le droit au sweep. On a le droit au genou aussi, mais juste un genou à la fois. On a un temps de clinch très limité, 3 secondes. Donc, puis après ça, le kickboxing, il n'y a pas de genou. Et puis, des fois, il y a du low kick, des fois, il n'y a pas de low kick. Donc, c'est pas mal ça les grandes différences entre les 3 disciplines. Excellent. Puis dans tes galas aussi, il y a différentes classes. Tu as classe A, classe B, classe C. Classe C étant plutôt intermédiaire entre 0 et 4 combats, si je ne me trompe pas. Exact. Classe B, c'est toute protection avec shin pad, casque. C'est les personnes qui ont moins que 5 combats, je pense. Ouais, moins que 5 combats. Après ça, il y a classe B. Après ça, là, puis avec la fédération, j'utilise les tests de sang sont obligatoires. Quand on est classe B, si les deux adversaires, si les deux équipes sont d'accord, on peut enlever le casque à condition que les tests de sang ont été faits des deux côtés. Après ça, classe A, ça c'est 10 combats et plus. On va voir, c'est ce qui fait que le show est tellement exceptionnel aussi, c'est qu'on va avoir, je pense, 8 combats de classe A cette fois-ci. Donc c'est classe A, tant que c'est 10 combats et plus, et tant que les tests de sang ont été faits, que les deux camps sont d'accord, on peut enlever les casques et les shin pads. Donc ça donne des combats très, très excitants, où est-ce que là, finalement, les coups de pied peuvent rivaliser avec les coups de poing, presque. Tu vois, si on gère mal les coups de pied, on peut vraiment... Ça peut se terminer vite. Parce qu'il n'y a pas de shin pad, il n'y a pas de protection. Ah ouais, fait que, en gros, plus tu as de combats, moins tu as de protection. Puis effectivement, là, plus les shows ils build up, tu commences à des classes C, tu as des classes B, puis à la fin du show, c'est que des classes A. C'est vraiment là, l'espèce de trail augmente, là, puis comme tu sens que les combats ils frappent de plus en plus. Puis toi, tu dis qu'à l'Olympia, le 26, on va pratiquement avoir que des combats classe A. Ouais, et même les combats de classe B que je vais offrir sont vraiment très, 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 très haut niveau. Je peux te dire sans vouloir, je ne veux pas sonner comme un vendeur de char, là, mais cette carte-là, elle m'excite, même quand j'ai jamais fait ça de ma vie, une carte, par exemple, une carte aussi complète, aussi relevée, avec des athlètes de haut niveau. Comme vous avez dû remarquer, on invite une équipe de Tunisie. 5 gars qui sont prêts, qui ont beaucoup d'expérience aussi, contre 5 athlètes de l'élite québécoise. Après ça, on va avoir aussi, restez attentifs là, on va sortir un gros point cette semaine qui va compléter la carte avec quelque chose qui est vraiment exceptionnel après, qui est vraiment exceptionnel pour la Ligue Silvertooth, et puis qui va vraiment être une première. Et puis j'espère que, restez attentifs à nos marketing, ça va sortir au milieu de cette semaine. C'est grosse nouvelle. Ouais, ça va mettre la cerise sur le Sunday de la carte. Et puis c'est ce qui va faire de la carte une carte tellement exceptionnelle. Ouais.
Silvertooth Promotion, allez suivre ça. D'ailleurs, tu as un concours en ce moment qui roule. Je sais pas si c'est-tu encore on le concours? Ouais, c'est encore. Ouais. Bon, Puis on tu va vois. vous donner l'opportunité. Les deux premiers prix, c'est le premier prix, c'est deux billets VIP première rangée. Puis on va même vous donner aussi l'expérience d'aller backstage, voir les fighters se réchauffer, essayer de sentir cette espèce d'énergie un peu très intense qui arrive dans le warming up room avant les combats. Pour la deuxième place aussi, même chose, 2 places VIP, deuxième rang, avec aussi accès au backstage. Et puis troisième place, c'est 2 VIP admission générale. Donc c'est quelque chose qui était quand même très intéressant. Les billets partent vite déjà. Je vois j'ai des rapports à toutes les semaines. Et puis chaque semaine, il y a de moins en moins de places qui sont dispo. Donc, puis toutes les places sont assignées. Donc, si vous voulez avoir des bonnes places, assurez-vous d'aller les réserver tout de suite. Parce que si vous attendez jusqu'à la fin, vous allez être dans le fond. Dimanche le 26 novembre, dans 2 semaines, à l'Olympia. C'est un théâtre parfait pour accueillir une carte de sport de combat. Tu l'as dit, thématique Canada contre Tunisie. Les meilleurs de chez nous face aux meilleurs de la Tunisie. On a des gars comme Neil Tweezy qui vont se battre. Turbide, si je ne me trompe pas, un gars de Drummondville. Là. Des gros noms qui vont être sur cette carte-là. Pat Gourde, Raph Michaud, Bounpasset Panomsak, tous des gens qui, si vous avez suivi les événements, si vous suivez un peu la scène, vous connaissez ces noms-là, puis vous savez que ça va être des combats très excitants, très explosifs, qui vont pas être ennuyants du tout. Puis les gars de Tunisie, ils viennent pas ici pour perdre, ça c'est sûr et certain. Je suis en communication avec eux tous les jours, puis ils s'entraînent fort, ils sont très excités de pouvoir participer à un événement international. Et puis ils vont pas venir, ils viennent pas ici pour perdre, ça c'est sûr. Fantastique. Silvertooth Promotion, les billets sont en vente. 26 novembre, un dimanche. T'as absolument rien mieux à faire que de venir voir du gros K1 à l'Olympia ce soir-là. Mon chum va suivre Phil, Silvertooth Promotion, Silvertooth Gym aussi, Food Gym dans NDG. Passez voir ça. Tu l'as très bien fait depuis le début de l'entrevue, Phil, mais si tu avais à vendre ta salade en 2-3 phrases, qu'est-ce que tu dirais aux gens pour qu'ils viennent se chercher des billets? Là? Comme je vous dis, c'est le plus gros show de la plus vieille organisation de K1, je veux dire, de sport, de combat, de pied-point à Montréal, au Québec. Ça fait 10 ans que je fais des événements. J'ai jamais fait un événement comme ça non plus. Juste au niveau des combats que je vais vous présenter, c'est absolument incroyable ce que j'ai arrivé à mettre ensemble. Ensuite de ça, c'est à l'Olympia, il ne faut pas oublier. C'est une salle absolument incroyable qui va transformer l'événement avec une énergie, une espèce, puis l'ambiance aussi qu'on va pouvoir vous offrir à cet événement-là, ça va être incroyable. Avec 1000 places, assurez-vous de venir, qu'on remplisse la salle pour donner notre énergie aux boxeurs qui s'entraînent pour donner des combats qui vont être jamais vus, basically. Il y a plusieurs invités surprises que vous allez avoir aussi. On va avoir notre commentateur Max Carabine avec, n'oubliez pas, Conrad Pla, quelqu'un qui fait des arts martiaux, qui fait du kickboxing depuis 30 ans, qui connaît le sport comme personne, qui va pouvoir vous donner des points de vue qui viennent d'une expérience qui est inégalée au Québec presque. Après ça, on a d'autres. Après ça, n'oubliez pas, milieu de cette semaine, annonce très spéciale, quelque chose qui est unique, qui n'est jamais arrivé dans 10 ans d'histoire de Silvertooth. Restez attentifs. Le clou de la soirée va être annoncé, donc restez attentifs à nos comptes parce que ça va finaliser, ça va mettre le clou dans le cercueil vous n'aurez pas le choix de vouloir venir parce que c'est quelque chose de très gros. Yes, le seul et unique H de One qui va être sur place aussi pour faire rire la galerie un peu. Ben ouais, détendre l'atmosphère, puis on ferait quelque chose d'autre que juste la bataille là, mais c'est ce que je veux aussi. Je veux éventuellement que cette soirée-là devienne plus que juste pour la boxe. Ça doit être vraiment une soirée d'entertainment pour tout le monde. Que tout le monde sorte de là avec des bons souvenirs, des bons rires, avoir vécu des intentions, des émotions fortes parce que les combats vont être relevés comme jamais on a vu au Québec. Et puis en même temps, on va être capable de relaxer l'atmosphère un peu avec les bonnes jokes de H. Là. Yes, 100% Phil, tu fais un travail remarquable. Merci d'être passé sur le show. Puis on va se voir évidemment dimanche le 26 novembre. Venez en grand nombre pour vrai. Là. C'est pas parce que tu es là que je dis ça, là, mais tes soirées sont tout le temps incroyables à l'Olympia. Puis là, ça va être juste comme décuplé fois 1000. Fait que vous voulez être sur place le 26 novembre à l'Olympia. Procurez-vous vos billets. Allez voir Maxime Carabine sur mes réseaux sociaux. Je vais partager les choses. Allez voir Silvertooth Promotion. Puis vous voulez pas manquer ça, les chums. Ça va péter au max. Phil,
Merci d'avoir été là. Je ne sais pas si c'est un mot de la fin, mais sinon, merci d'être passé, mon boy. Moi, j'ai fait un gros gamble. J'ai fait un gros gamble. Booker cette salle-là, booker une équipe internationale. J'ai mis beaucoup d'argent derrière ce projet-là. Venez supporter la scène. Si vous voulez que ces événements-là se répètent, il faut avoir le support de toute la communauté. Puis let's sell that place out. Yeah, vous avez compris les chums. On va être là. La salle pleine à craquer à l'Olympia le 26 novembre sur Sainte-Catherine. Ça va brasser. Silvertooth Promotion. Allez suivre Phil sur tous ses réseaux sociaux. Merci beaucoup, coach. Merci à Passe toi. une belle journée, puis on se lâche un call bientôt. À bientôt. All right, Ciao. peace. OK, donc c'était ça mon entretien avec Silvertooth Phil. Silver, S-I-L-V-E-R, Tooth comme une dent, T-O-O-T-H, bord en bas, Promotions. Allez suivre le chum sur Facebook, sur Instagram. Énorme carte de kickboxing qui met de l'avant. Tu as déjà été voir un de ses shows, tu veux absolument pas manquer le show à l'Olympia. Tu n'as jamais été voir un de ses shows, tu vas capoter si tu vas voir le show à l'Olympia le 26 novembre, le dimanche. Tu es intéressé par avoir une belle soirée. Tu n'es pas nécessairement un fan de sport de combat. Pas grave, ça va être le fun, il va y avoir des divertissements. Il a dit énorme surprise qu'il va dropper cette semaine. Juste pour ça, ça vaut la peine que tu ailles lui suivre sur les réseaux sociaux. Ash The One, humoriste légendaire, qui fera une prestation sur place. Chez John DiBella, il risque d'être là, le champion. Il va y avoir une section VIP avec des gros fighters de la scène des arts martiaux au Québec. Donc, ça vaut la peine. Je ne sais pas c'est quoi la surprise que Phil nous a parlé, mais ça promet d'être gros parce que Phil, il ne fait pas les choses petits. C'est vraiment un gros gars qui shoot tout le temps pour le sky, puis c'est bien rare qu'il miss. Fait que procurez-vous des billets, c'est super abordable. C'est quelque chose comme 50$. Ça va être une folle soirée. Du gros kickboxing, des gyms partout au Québec, des gyms de Tunisie, des gyms d'Ontario. Dimanche, le 26 novembre. On se voit là, puis fuck, je vais être le commentateur. I'm back! C'est moi qui va commenter en direct sur le pay-per-view avec une putain de légende, Conrad Plat. C'est le dude qui a littéralement ouvert le Tristar. J'ai besoin d'en rajouter. Je vais être commentateur avec lui. Ça va être fresh. Soyez là, venez en grand nombre. Genre, grosse soirée pour vrai à l'horizon. Actualité, rapidement. Après l'énorme UFC 295 auquel on a eu droit samedi, samedi, nous avons une carte également, probablement en direct du Apex. Bref, main event, Paul Craig, le dernier à avoir infligé une défaite à Jamal Hill, qui va affronter Brandon Allen, qui est gros combat chez les poids moyens. Là. Paul Craig, qui a fait le saut dans la catégorie des poids moyens. Il va être à son deuxième combat à 185 livres, affronte Brandon Allen. Ça promet, ça va être un bon combat. Co-main event, Michael Morales, qui est un Équatorien, si je ne me trompe pas, comme Chito ou Venezuela, ou bref, il vient d'un pays d'Amérique du Sud où il n'y a pas beaucoup de combattants. Gros prospect, 15-0. Michael Morales va affronter le vétéran qui a déjà passé sous les griffes d'Olivier Aubin-Mercier, Jake Matthews. Il n'est pas passé sous les griffes, là, il s'est fait complètement pété par OAM. Back then, way back. Jake Matthews contre Michael Morales en co-main event. Troisième combat, Chase Hooper, le légendaire Chase Hooper, va affronter Jordan Levitt, qui lui aussi est un combattant qu'on connaît assez bien, pour pas nécessairement les bonnes raisons. Peyton Talbot, qui selon moi prend cette fight-là pas loin d'un short notice. Peyton Talbot, quand même cool comme nom. Va affronter Nick Aguirre. Luana Pinheiro va affronter Amanda Ribas. Johnny Parsons contre Uro Medic. Sur les prelims, on a Jonathan Pierce, a.k.a. JSP, contre Joanderson Brito. Joanderson Brito, qui est tout le temps divertissant dans ses combats. Finalement, le Canadien Chad Annalinger qui va affronter Jose Johnson. César Almeida contre Christian Leroy Duncan. Mick Parkin contre Caio Machado. Le Canadien d'origine brésilienne qui va faire ses débuts après sa belle victoire à Contender Series. Un poids lourd. Jeka Saraji contre Lucas Alexander. Lucie Pudilova contre Aline Perez. Trey Ogden contre Nicholas Mota. Et finalement, Charles Johnson contre Raphaël Estevam pour partir les hostilités. Donc, une méga carte. Les prelims commencent à 2h, la main card à 5h.
On aime ça, ça va finir de bonne heure. Main event, Paul Craig contre Brendan Allen. Ça va être l'UFC de la semaine prochaine, les chums. Ça va être dur à battre. Ça va être dur de battre. C'est sûr, on ne s'attendait pas à ce que ça batte, là, mais ça va être dur de comme rendre un pas pire show après l'UFC 295, mais soyons optimistes. C'est souvent les cartes qui sont pas super flashy, qui donnent finalement un bon show des combattants qui veulent se faire un nom, justement. Fait que, attendons-nous à avoir une belle carte, beaucoup de combats. Paul Craig contre Brendan Allen, main event. OK. Sinon, Samouraï MMA, j'en ai glissé un mot. Plusieurs choses se passent. Les passes se choses. 1er décembre, Samouraï MMA 9, restez à l'affût. Restez à l'affût, je devrais avoir des nouvelles très bientôt du patron. Puis on va peut-être l'avoir sur le show aussi. Il a laissé sous-entendre qu'il allait avoir du changement pour la carte de Samouraï 9. J'en dis pas plus, j'en sais pas plus. C'est ça. On a su que Johnny Walker, il allait avoir son rematch contre Magomed Ankalaev le 13 janvier. Donc, première carte pour commencer l'année, si je ne me trompe pas. La semaine avant l'UFC Toronto. L'UFC Toronto, Charles Jourdain, si vous ne l'aviez pas vu, va se battre à Toronto sur la même carte que Yohan Lennes et Marc-André Barriault. Donc, ça va être... Tu peux pas faire plus québécois que ça. Il manque juste Ayman Zahabi, puis on est là, les chums. Mais Barriault, Lennes et Jourdain vont se battre. Charles Jourdain contre Sean Woodson, un 145 livres de 6 pieds 4. Sa plus grosse victoire est survenue sur Contender Series en 2019-ish, 2018, contre Terrence McKinney, Flying Knee Knockout, super KO de la part de Sean Woodson. Sinon, il n'a jamais affronté la compétition que Charles a affronté dans l'UFC, même à des années-lumière, là, franchement. Fait que, correct adversaire pour Charles. Pas de doute que le boy Air va nous sortir de quoi de légendaire. UFC Toronto, fait que Makachev, Walker, booké le 13 janvier. Sinon, je pense que c'est ça, les chums. Laissez-moi savoir dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Avez-vous aimé le show? J'en suis sûr. C'était votre podcasteur, YouTuber, analyste, chroniqueur, commentateur, kickboxer, amateur préféré, Maxime Carabine, Carabine avec un K, Carabine Show, numéro 5, in the books. Follow ton boy sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Puis je vous dis à très bientôt, les chums. C'est le Carabine Show. C'est le Carabine Show. J'ai l'air de rien, mais il est fou braque. Il fait peur en tabarnak. De 5-4 au 5-1-4, tu dis juste que tu te manges une claque. Tes podcasts avec tes preuves à la grandeur du Québec. Je penserais pas que tu sois prête. Carabine, il chaud top net. Toujours prêt en top, les gars. On n'est pas là pour perdre de temps. Si tu viens faire ton fendant, tu feras attention à tes dents pour tout savoir ses arts martiaux. Y'a personne qui est au niveau. Attention, pas se faire non, quel gros. C'est le Carabine